Décideurs de la gestion, vous avez maintenant l'habitude, chaque jeudi, entre midi et midi et demi approximativement, une émission en direct avec des gérants que nous sélectionnons chaque semaine en fonction de leur qualité et de leur capacité à traiter à la fois l'actualité et à donner des dessins de gestion pour votre portefeuille. Donc aujourd'hui, à côté de moi, Béatrice Coquelin de la Financière de la Cité. Bonjour. Et Stéphane Furet de Dorval Finance. Bonjour. Peut-être dire juste un tout petit mot, chacun de votre maison, puisque vous êtes les nouveaux dans cette émission. Financière de la Cité est une société de gestion indépendante qui a été créée il y a 5 ans, qui est destinée aux institutionnels et qui gère peu de produits, mais des produits de conviction dans lesquels on croit. Et nous gérons 1,2 milliard aujourd'hui. Stéphane. Dorval Finance, société de gestion également indépendante, créée en 2004, avec une double compétence à la fois sur les produits actions classiques, mais surtout aussi de la gestion flexible sur les actions, avec une véritable flexibilité dans nos portefeuilles. Et nous gérons en tout environ 250 millions d'euros. Bien. Eh bien, merci. Bienvenue d'abord au Décideurs de la gestion. D'abord, un petit point d'actualité, comme chaque semaine. Bon, l'actualité, ce sont les élections en France, peut-être encore plus les élections en Grèce d'ailleurs, et leur suite. Comment vous jugez ça? Je dirais que l'élection grecque est presque plus importante que l'élection française. Il y a des rumeurs de baisse de la notation par Moody's de la France, mais ça, finalement, c'est peut-être pas si grave. Oui, ça, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. L'euro tient bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y aura probablement encore un peu de fluctuation des décisions concernant l'Europe et donc des attaques supposées sur l'euro. Bon, Stéphane, la Grèce. Nous, on est effectivement cet épisode qui était, on va dire, un petit peu inattendu par les marchés. Oui, la France était assez anticipée, voilà, la Grèce, exactement. c'est Donc, un peu moins. Nous rend un petit peu plus prudent à court terme, dans le sens où en fait, il y a une zone d'incertitude qui se réouvre, avec là tout de suite ce que les anglo-saxons se plaisent à entretenir, un pays qui pourrait donc sortir de la zone euro, avec toujours les conséquences qu'on imagine de répercussions sur les autres pays faibles d'Europe du Sud. On va dire que ça arrive à un mauvais moment, au moment où en fait la solidité du couple franco-allemand, de par l'élection, est à reconfirmer, on va dire. Hein. Donc un peu d'incertitude, on sait bien que les marchés n'aiment pas le doute. Et au moment aussi où on a peut-être un peu de perte d'accélération en termes de momentum économique aux États-Unis, on l'a bien vu, après un bon premier trimestre. Et puis des pays émergents, on a vu des chiffres de la Chine ce matin, qui sont plutôt en phase de ralentissement dans leur taux de croissance. Donc il n'y a rien de très grave. Voilà. Donc les tensions obligataires sur l'Espagne ou sur l'Italie, ça vous paraît logique et pas forcément durable, ou au contraire, il va falloir s'habituer? Voilà, on pense que ça peut durer quelques semaines et qu'effectivement, le plus important, on est d'accord avec ça, c'est que c'est l'issue de nouvelles élections en Grèce que le marché va regarder. Béatrice? Oui, je pense qu'on peut avoir des flux qui vont se diriger en dehors de l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers la Suède, la Suisse. Mais il faut se méfier des actifs dits sécurisants qui peuvent devenir risqués. Dans le même temps, on voit une assez bonne tenue de l'euro d'une part, et même des rendements des obligations françaises. C'est un paradoxe, c'est quoi? C'était anticipé, tant mieux. La bourse grecque a quand même encore bien accusé le coup. Ah oui, pas plus que ça. Bien, alors, Stéphane vous en a déjà parlé. Ce qui inquiète avec la Grèce, c'est quand même les banques. C'est combien est-ce que les banques allemandes et françaises, on parle du Crédit Agricole, beaucoup risquent de perdre, non pas seulement sur la dette d'État, mais sur une dévaluation en se retrouvant avec 50% ou j'en sais rien, 40% d'abattement. Absolument. Oui, il faut savoir qu'effectivement, un effort de provisionnement tout à fait conséquent a été fait sur l'exercice 2011. Donc, toute proportion gardée maintenant, le surcroît de provision qui serait nécessaire est assez limité. Hein. C'est guère plus qu'un trimestre de résultat pour les banques françaises, peut-être un peu plus pour le Crédit Agricole. On va dire que
qu'effectivement, la toile de fond là, pour les banques spécifiquement françaises, bon, on sait bien que le nouveau gouvernement a quand même des projets de taxation supplémentaires. Donc voilà, le panorama général n'est pas, même si les cours ont déjà bien anticipé à la baisse, pas très très réjouissant à court terme, et d'ailleurs peut-être un peu plus défavorable pour les banques que pour les assureurs. C'est ça. Déjà, à court terme, on a Dexa, ING, Commerzbank. Les résultats qui sortent sont moyens. On a une faillite en Espagne, une nationalisation de Bankia. Ça va durer parce qu'on a des banques qui, effectivement, notamment les grandes banques françaises, notamment la BNP, on en parlait la semaine dernière dans cette émission, qui ne sont pas chères, objectivement, mais le délit de sale gueule va durer, Béatrice? En ce moment, on est vraiment dans un marché roro, quoi. Risk on, risk off. Les banques, typiquement, c'est extrêmement risqué parce que c'est très politique, parce qu'on a des menaces, effectivement, de taxation. On n'a aucune visibilité sur les résultats. Et à la limite, les résultats qui sortent sur Dexia aujourd'hui n'ont aucun impact puisque, finalement, le démantèlement est bloqué par le gouvernement. Donc on est dans un secteur purement... Alors, dernière chose, pour rester sur la Grèce. La Grèce sort de l'euro, retourne au drachme, Dieu sait quelle monnaie, à l'as, Dieu sait quoi. C'est un cataclysme sur les marchés, c'est un Lehman, ou est-ce que finalement on a pris le temps de s'y habituer? Enfin, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que la Grèce, c'est un cas unique, heureusement. Heureusement, même s'il y a des problèmes au Portugal, en Espagne... ou en Italie, on a une gestion de la crise et une réduction, une trajectoire de réduction des déficits qui est tracée. Alors effectivement, en Espagne, beaucoup de gens disent que même après les nouveaux ajustements budgétaires, enfin la révision à la hausse du déficit, il va falloir encore refaire une nouvelle fois cet exercice-là. Ce qui est important pour les marchés, c'est qu'il y ait une trajectoire de réduction, quoi. Alors peut-être que ça va demander une année ou deux, donc certains... En Espagne, quand on voit 33 milliards ou 32 milliards de crédits hypothécaires douteux dans la banque Bankia, on se dit, est-ce que ça va s'arrêter? Si vous voulez, le problème, c'est qu'on a quand même construit en Espagne pendant une année plus de logements qu'aux États-Unis en entier. Donc voilà, quand vous avez bien vu, aux États-Unis, on entrevoit que le bout du tunnel après 6 ans de crise sur le marché immobilier, donc ça se gère vraiment dans le temps, dans la durée. Clairement, il y aura encore de nouvelles provisions à passer sur les banques espagnoles au titre de l'immobilier. Donc là, on a un gros poids négatif pour l'Espagne. Mais pour revenir à votre question initiale, on pense que la Grèce est vraiment un cas unique. Il n'a aucun moteur de ses exportations. Ce n'est pas le cas de l'Espagne, ce n'est pas le cas de l'Italie, et même ce n'est pas le cas du Portugal. Donc nous, les effets de contagion, au-delà de quelque chose de passager, un effet d'annonce, à mon avis, on pense que les marchés retrouveront la raison assez vite derrière. Béatrice, pas de cataclysme du genre où la Grèce sortirait? Non, mais la Grèce, c'est très petit dans l'euro, en fait. C'est 3% du PIB, c'est pas... C'est moins gros que n'était Lehman pour l'économie mondiale, c'est ça la crainte qu'on a. Puis oui, on peut considérer que si on sort... Alors, Stéphane a dit un mot... En plus, reflux du cycle économique, même aux États-Unis, même en Chine, bien entendu en Europe. L'Allemagne qui annonce plus ou moins 0% de croissance sur l'année. Au deuxième trimestre, la Banque de France dit la même chose. Inflexion du cycle, vous la sentez, vous êtes une spécialiste des matières premières, donc c'est quelque chose que vous avez regardé de très près. Il y a deux vitesses aujourd'hui. L'économie développée qui ralentit, et puis les marchés émergents qui ont toujours une croissance importante, mais qui doivent gérer l'inflation. Donc qui ont des contraintes complètement différentes et dont les politiques monétaires sont en train de s'infléchir, ce qui est plutôt positif, et notamment pour les matières premières. Stéphane? Oui, alors on ne peut pas non plus parler de cassure, de rupture. On est en inflexion dans une croissance, c'est quand même important. Donc, nous, on n'est pas très inquiets sur l'économie américaine. On pense qu'il y a des vrais facteurs de fond qui se sont mis du bon côté aux États-Unis. Donc une croissance entre 2 et 2,5 cette année, on pense que ça ne sera pas remis en cause. Sur les émergents, effectivement, on pense bien que la croissance dans ses composantes essentielles a plutôt changé. Moins d'investissement, moins de secteurs lourds, plus de consommation. Nous, ça se retrouve dans nos thématiques actions de manière très forte. On va y venir. Et sur les matières premières en général, vous avez un scénario? On est toujours positif sur les matières premières pour une bonne raison, c'est que... C'est la manière de jouer les émergents sans se compliquer trop la vie, quoi. Oui, c'est directement lié puisque la Chine, c'est 25 à 50% la consommation des matières premières en général. Et la Chine croît à un rythme qu'on peut discuter entre 6, 7, 8, mais est toujours quand même en croissance. Et puis il y a l'Inde derrière, donc de par leur taille, c'est... Non, mais quoi, on voit que le marché du pétrole, par exemple, s'est calmé.
Oui, Donc, alors, mais il s'est calmé. Il faut dire qu'il y a une prime spéculative qui était très très forte sur le pétrole. On vient de perdre $10 parce que les tensions se sont un petit peu atténuées. Néanmoins, les facteurs fondamentaux sont là. La consommation est tirée vraiment par les pays émergents dont l'efficience énergétique est très basse. oui, Donc, ils ont des besoins pétroliers importants. Et puis l'offre est limitée. Donc il y a des facteurs je dirais, structurels qui font que le pétrole, a priori, devrait se tenir, malgré tout, peut-être 90-100 $ le baril. Stéphane, les matières premières, c'est quelque chose que vous suivez? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on va dire que c'est pour les marchés actions, c'est le bon côté c'est le revers de la médaille positive de l'inflexion du cycle. Et c'est que finalement, une des craintes qui se retrouvent repoussées, c'est effectivement une accélération de l'inflation dans les pays émergents. Donc là, du coup, ils retrouvent un bol d'air, ils vont pouvoir rebaisser leur taux d'intérêt. Et puis pour le consommateur final, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, la problématique du pouvoir d'achat reste entière. Et clairement, ce sera un soulagement pour les ménages aux États-Unis, en Europe et aussi pour les marges des entreprises. Donc c'est plutôt rassurant pour la bonne tenue des marges. C'est Voilà. des phénomènes d'adaptation. Alors, petite séquence questions. Agathe, Philippe Chalmin, auteur du rapport Cyclope, explique que la période de crise majeure que nous traversons va se terminer, ou va se traduire en finale, par une hausse globale du prix des produits agricoles. Vous achetez ce scénario? Alors, les matières premières agricoles sont relativement basses par rapport aux autres matières, mais elles dépendent surtout des conditions météorologiques, des programmes d'emblavement, des rendements. Et aujourd'hui, les stocks sont quand même relativement bas, notamment sur tout le soja, qui est très très utilisé, très importé par les Chinois. Le soja, le maïs, les stocks sont bas en termes de jours de consommation. Donc, il suffit de très très peu de choses pour que... À terme, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on peut jouer? Oui, c'est un concept qu'on peut Et on jouer. le joue Oui. comment? Vous avez C'est pas très C'est pas évident, simple, c'est hein. des acteurs cotés, même à l'échelle de l'Europe, hein, c'est sur les doigts des deux mains au maximum, hein, c'est pour rester dans des véhicules assez purs. Mais c'est vrai que les perspectives fondamentales de croissance à 3-5 ans restent bonnes pour la plupart des valeurs. Bon, Matt pose une question sur Capgemini. Que pensez de la croissance au premier semestre de Cap et également du secteur? Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des niveaux corrects, hein, qui sont conformes aux attentes. Et les valorisations de ces sociétés de services informatiques au sens large sont redevenues effectivement attrayantes, sont basses, quoi. Oui, d'une manière générale. Et vous avez une préférée dans le secteur? Alors nous, on aime beaucoup Atos parce que sur une histoire nous, on attache beaucoup d'importance à la contribution des dirigeants à la création de valeur dans leur société. Et là, on a en l'occurrence avec M. Breton quelqu'un qui avait fait ses preuves, notamment chez France Télécom, en termes de redressement de la marge. Donc on voit cet épisode sur Atos, le marché en a bien conscience. Et on pense aussi qu'avec le rachat d'activités de Siemens l'an passé, il s'ouvre en fait un champ de nouveaux clients à l'échelle du monde, notamment dans le sud-est asiatique, dans le sillage de Siemens. Et donc une histoire de croissance va maintenant se greffer en plus sur une histoire de marge. Donc, il y a une favorite. Donc une favorite, dans le secteur on va dire par rapport à Capgemini, à prix quasi équivalent, Oui, on pense qu'il y aura plus de croissance. Et dans le secteur qui est globalement pas extrêmement cher. Pas extrêmement cher, absolument. Bien, une autre question. L'entrée en bourse de Facebook peut-elle donner un second souffle à la bourse et au réseau social, ou à l'un ou à l'autre? Facebook, les niveaux de variation sont extrêmement chers, Oui. de toute façon. Donc, on voit que l'avantage de ce secteur, c'est qu'il est décorrélé au cycle, par définition. Donc, pour les investisseurs, il offre de la visibilité sur un fort taux de croissance. Maintenant, voilà, on est sur vraiment des niveaux de variation très chers, ça le rappelle l'an 2000. Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut avoir un effet contraire? Ça peut avoir un effet en disant ils sont tous fous dans cette affaire-là. Il est clair, on a vu le phénomène dans une moindre mesure sur Apple, où là les ratios sont pour le coup raisonnables, mais comme ce sera une grosse capitalisation, ne serait-ce que pour la bonne tenue des indices, vaut mieux que l'introduction en bourse se passe bien. Béatrice, non. Sur Facebook, non. Alors, Béatrice, on l'a dit, vous étiez un spécialiste des matières premières. L'or, comment ça se passe? L'or a l'air d'être en ce moment vendu. On dit vendu par la spéculation en réalité. Et comment vous voyez ce marché d'une part, et après on parlera des mines, puisque les mines, elles n'avaient pas beaucoup profité de la hausse, donc est-ce qu'on a la double peine? On a la double peine, mais enfin l'or, oui, on est positif sur l'or et très largement, et on considère que
1550 aujourd'hui, c'est un très bon cours d'entrée parce que la raison de la baisse, c'est d'une part... On a fait combien au plus haut? On a fait combien au plus haut de... On a passé 2000. 1900 et quelques. Oui, on a été à 2000. Donc. Mais on va y retourner. Ça a baissé parce qu'il y a eu une forte baisse de la roupie indienne. C'est quand même les premiers acheteurs mondiaux et qui ont considérablement renchéri le prix de l'or, ce qui fait que ça a diminué la demande de métals précieux, de bijouterie aussi. Il y a eu tout de même la hausse du dollar, qui n'est pas très favorable à l'or dans un contexte de crise européenne. Et puis, toutes les positions spéculatives ont diminué considérablement. C'est-à-dire qu'il y a eu des ventes massives de contrats à terme sur l'or. Alors, est-ce que les mines sont justement en train de vendre leur future production, ce qui fait que quand ça monte, elles n'en tireront pas profit? Ah non, les mines ne sont plus couvertes. Au contraire, ça fait, quand elles ont besoin d'argent et qu'elles vont voir les banques, qui finissent peut-être parfois par leur prêter, eh bien, l'une des conditions, c'est vous ne vous couvrez pas contre la hausse de l'or. Parce qu'effectivement, on a eu la double peine. C'est-à-dire que quand l'or a bien marché, les mines ont été plutôt en retard. C'est deux concepts différents. C'est-à-dire que l'or, c'est un petit peu une assurance anti-tout, déflation, inflation, peur, tout ce que l'on veut. Et les mines, c'est tout de même des actions. Donc c'est un risque-action. Il y a un potentiel de croissance, il y a une volatilité qui est importante, mais il y a... Aujourd'hui, les mines, on les retrouve au niveau de 2009, alors que l'or a pris 45%. Stéphane, vous regardez l'or? Non, c'est tout à fait marginal dans nos allocations. Ouais. Alors, juste une dernière question qui est un peu liée, c'est l'inflation. On voit que même la Banque centrale allemande commence à parler de possibilités qu'il y ait un peu d'inflation, etc. Non, et comme historiquement, les États n'ont jamais remboursé leurs dettes qu'en monnaie de singe, vous croyez au risque ou d'ailleurs pas forcément le risque de l'inflation? Pas du tout à court terme, non. Je pense que c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est la croissance. C'est comment soutenir au mieux la croissance mondiale et a fortiori, évidemment, dans la zone euro. Donc, non. Je pense que quand il y aura un véritable problème de croissance, on pourra se féliciter que finalement les choses vont mieux et je pense que le marché action sera plus haut à ce moment-là. Bien. Alors, dernière question. Standard & Poor's a relevé la note de l'air liquide. Est-ce une valeur sûre? C'est clair que c'est une valeur à forte visibilité, mais tout ça est bien connu par le marché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces niveaux de valorisation sont relativement, sans être chers, mais enfin, le titre est bien valorisé. Mais encore une fois, c'était vrai il y a 3 ans, il y a 5 ans, et on pense que ce sera toujours vrai dans 3 ans, donc ce qui explique la valorisation. Dernière question de la séquence questions. Béatrice, comment les marchés peuvent soutenir la croissance mondiale? À quoi ils peuvent servir? C'est une grande question, c'est l'utilité des marchés financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent être un moteur de cette croissance? Les marchés, c'est quand même un indicateur de confiance. Donc, c'est clair que quand la bourse va bien, les gens sont plus... Oui, ça c'est la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf. Donc, parce qu'il y a beaucoup de cash quand même. Les banques centrales ont mis beaucoup de cash dans le monde. Donc, on peut attendre que les marchés, pas forcément les banques, que les marchés... peuvent servir à financer... à déclencher un peu plus de croissance. Enfin, la bonne tenue des marchés, c'est quand même quelque chose d'important, surtout aux États-Unis. 50% du patrimoine des ménages américains dépend du marché financier. Il y a l'immobilier et ça, donc voilà, il y a deux choses. Donc les périodes où les marchés financiers vont bien, en principe, la consommation se tient bien aux États-Unis. Donc c'est quand même un pan, c'est 2 tiers du PIB aux États-Unis. Et les années électorales, on essaye que ça se passe pas trop mal. Absolument. En plus. Donc voilà, c'est le lien est celui-ci. Et puis inversement, faut pas, on l'a vu dans le passé sur la crise de la zone euro, les marchés peuvent jouer aussi le rôle d'avertisseur, de tirer la sonnette. Et là, pour le marché, par rapport au marché obligataire, sur les États, ça peut faire avancer les décisions politiques. Bien, alors stratégie. Les marchés sont, on était grosso modo à 4000 au début de l'été dernier, au CAC 40, et tous les indices ont fait plus ou moins pareil, sauf les indices américains, on peut y revenir. Là, on est revenu au pivot, c'est-à-dire les 3100, même un peu en dessous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des achats à bon compte à tenter aujourd'hui?
Ouais, d'une manière générale sur les marchés. Les variations, surtout des marchés européens, sont intéressantes si on regarde dans une perspective de moyen terme. Même le marché américain n'est pas excessif, même comme vous l'avez souligné, il a très bien tenu depuis 2 ans. On pense que dans les prochaines semaines, il y a des sommets importants à l'échelle de l'Europe à la mi-juin. Il y a les élections législatives en France, il y a le vote grec. On va dire que dans le mois qui vient, ce sera plutôt une occasion de se repositionner sur les marchés européens. Donc on prépare les ordres d'achat. Une allocation d'actifs, vous avez des idées? Oui, déjà ne pas vendre. Donc ne pas vendre ses actions, ça je comprends. Surtout pas vendre ses actions, même si le banquier peut vous le conseiller. Ensuite, les obligations d'État allemandes rapportent du 1,5% aujourd'hui. Donc franchement, c'est des taux réels négatifs. Ça me paraît un actif sécurisant qui va devenir à risque, donc pas d'obligation. Pas d'obligation du tout ou des Alors, obligation d'entreprise. Vous cherchez du rendement sur des obligations privées dites corporate maintenant? Oui, mais surtout pas d'obligation d'État. Les devises peuvent être intéressantes, mais le franc suisse est au plus haut, donc on n'a pas tellement envie d'en acheter. Le dollar a déjà un peu joué son rôle de refuge. Il reste l'or. Donc vous restez sur l'or. Une approche de l'allocation d'actifs. Alors nous, sur l'allocation d'actifs pour cette année, on pense que les grandes valeurs de croissance qui profitent de la forte activité dans les pays émergents, la bonne tenue de l'économie américaine, on voit bien qu'une surperformance de ces valeurs-là depuis plusieurs mois. On pense que ça va durer. À l'inverse, nous, on ne partage pas du tout le concept value, parce que la plupart de ces valeurs sont sur des marchés domestiques, beaucoup sur la zone euro, et que la seule protection du dividende apparent n'est pas suffisante, puisque quand vous avez, par exemple, un nouveau concurrent qui arrive dans la téléphonie, les résultats baissent, l'opérateur doit ajuster ses prix, et donc une forte baisse de ses résultats, et in fine, le dividende baisse, donc le cours baisse. Donc on pense qu'il y a plutôt une réserve même de révision en hausse des prévisions sur les grandes valeurs internationales. Les sociétés sont restées volontairement prudentes dans leur communication pour 2012. Et on pense que les investisseurs au sens large préféreront rester sur de la croissance visible dans cette période toujours un peu tourmentée et qui va malheureusement quand même encore durer. Et donc, dans une allocation de portefeuille, vous privilégiez très largement les actions ou vous équilibrez? Donc là, il y a une partie un peu tactique de court terme, mais nous, on a des fonds flexibles qui peuvent vraiment aller entre 0 et 100%. Donc, à l'instant présent, on est plutôt dans la borne basse. Et le jour où on redeviendra un peu plus offensif, on restera sur nos thématiques de luxe, de biens de consommation, d'enrichissement de la classe moyenne dans les émergents. Plutôt que sur des valeurs très cycliques et très tournées sur la zone euro. Et là, on a parlé des États-Unis. Il y a une manière de jouer spécifiquement cette croissance. Il y a une vraie croissance. Tous les acteurs européens qui sont présents aux États-Unis, pour la plupart, sont aussi présents dans les émergents. Donc si on citait des valeurs, on aime toujours beaucoup LVMH, on aime toujours beaucoup L'Oréal, où on pense que la valeur va retrouver son statut de grosse valeur de croissance qu'elle avait perdu en 2008 avec la crise. Et donc une prime qui pourrait revenir sur le dossier. Et après sur quelques industriels au sens large ou quelques valeurs technologiques. Alors quand vous parlez de l'émergence des classes moyennes dans les pays émergents, c'est-à-dire c'est 2 fois une émergence, ça reste la Chine et l'Inde, c'est plus le Brésil, c'est comment? Oui, c'est aussi la zone Amérique du Sud, oui, absolument. Ça ne se limite pas à l'Asie et à la Chine. Absolument. Bien, concept d'investissement, même si c'est dans votre secteur, au jour d'aujourd'hui? Eh bien, être assez exigeant sur les niveaux d'entrée, mais se préparer à investir, à choisir des actions, mais pas n'importe lesquelles quand même, pas tout en bloc. Donc si vous prenez un critère, 2 critères, des actions qui sont exposées à l'international, qui sont peu sensibles aux aléas politiques et aux décisions, on va dire blocage de tarifs. Ça évite les secteurs publics, quoi, les secteurs publics, par exemple. Les services publics, pardon. Qui sont liés à la croissance des émergents. C'est pas nouveau, mais c'est toujours d'actualité.
Et puis des dividendes aussi, des valeurs avec des dividendes élevés. Mais vous cherchez quand même le dividende. Parce que mais basé sur une vraie croissance visible. Parce que le problème des valeurs au rendement, c'est que le rendement monte tous les jours parce que le cours baisse. Donc, le cours baisse parce que les prévisions de résultats sont revues en baisse. C'est ça qu'il faut comprendre. Sont revues en baisse. Et juste, vous avez éliminé le value. On a quand même pas mal, et on parlait de la BNP précisément, mais pas mal de valeurs qui sont sensiblement en dessous de leurs fonds propres. Ça veut dire qu'on anticipe des pertes à moyen terme. Non, ça peut vouloir dire aussi qu'on anticipe une forte dégradation de la rentabilité. C'est ce qui est malheureusement immanquablement vrai pour les banques. Nous ne retrouverons pas leur taux de profitabilité de 2007. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance à privilégier l'assurance. Un titre comme AXA, par exemple, donne sur les cours actuels un dividende pas loin de 7%, ce qui n'est plus le cas des financières malgré la baisse des cours. Vous voyez, puisqu'il y a eu une dilution avec des mentions de capital et des baisses de payout. C'est amusant. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Une valeur que vous conseilleriez, fonds de portefeuille 6 mois, fonds de portefeuille, allez pour 6 mois. Repsol. Repsol, alors racontez un peu. Repsol, en fait, ça valait 24 euros en début d'année. On est aujourd'hui à 13,5. Ça a souffert parce que sa filiale YPF s'est fait nationaliser par le gouvernement argentin. Et donc, le titre a été massacré puisqu'en fait, ils n'auront a priori pas de compensation financière. Oui, c'est pas une nationalisation, ça c'est une... c'est une hold-up. Un hold-up, c'est pas... et ça fait nettement moins bien que le secteur. Ah oui, ça fait beaucoup moins bien que le secteur, oui. Total n'est pas au plus haut. Oui. Ça. Donc, et donc, il y a une fenêtre pour... Maintenant, la mauvaise nouvelle est dans les cours, c'est ça, et il y a une fenêtre. Oui, à 13,5, en enlevant YPF et en enlevant le prêt qu'ils ont accordé à Petersen pour la participation dans YPF, on arrive à une valorisation qui serait de 19 euros. On est à 13,5, alors qu'ils ont des programmes d'exploration extrêmement successful. Bon, allez, presque 50% de potentiel à 6 mois. Vous revenez dans 6 mois. Plus que ça. 6 mois. De 13 à 19, c'est déjà pas mal. Donc, une valeur de fonds de portefeuille. Non, fonds de portefeuille, je l'ai mentionné. Donc, oui. je vous dirais L'Oréal. On pense que le marché aura sûrement donc le retour du statut de valeur avec une prime sur un secteur toujours avec forte visibilité, un leader mondial et un potentiel de révision en hausse des anticipations de résultats, voilà, plutôt des bonnes surprises à attendre tout au long de cette année. Donc d'un côté on joue le cycle avec une décote et de l'autre côté le pricing power, la valeur des marques. Et alors si on devait choisir des jokers, Béatrice? Alors je prendrais Nyrstar, qui est le premier producteur mondial de zinc. Et qui est coté où? Qui est coté en Belgique, donc en euros. En euros. Chez Euronext. Nyrstar, c'est un levier, un pur play levier sur le prix du zinc. Ils font que ça. Ils font que ça, mais ils font aussi du recyclage. Mais ils sont intégrés à 50%. Alors le zinc, c'est utilisé spécialement pour quelle industrie? C'est-à-dire pour les toitures, pour les infrastructures, c'est un métal qui peut être aussi remplacé par rapport à de l'aluminium. Et son cours est quand même assez bas, tout simplement parce que la production était élevée. À cause de l'immobilier, comme on le disait tout à l'heure, l'Espagne, etc. Oui. Mais on devrait être en déficit l'année prochaine. Et donc, sur le zinc? Oui, en 2020. Donc on va puiser dans les stocks et on va reproduire. Oui. Donc on devrait avoir un cours qui devrait monter. La valorisation est très très basse. Et puis Glencore est actionnaire de Nyrstar. Il faut savoir que Glencore vient de faire un contrat qui lui permet de profiter de la hausse du zinc, alors que normalement il vendait son zinc à prix fixe. Donc quand Glencore a une position de ce type-là, c'est une information intéressante. Dans le secteur. Et ils sont actionnaires à hauteur de 7,8% de Nyrstar. Donc le zinc devrait être un secteur un peu actif, mais alors il faut un peu de temps parce que ça peut mettre... C'est un joker. C'est un joker. On ne va pas demander conseiller aux gens de mettre 100% de leur portefeuille. Stéphane. Un joker, on va dire une valeur moyenne, donc c'est pour ça que je la cite, mais qui est une très très belle valeur de croissance, qui s'appelle Hologram Industries. C'est une société qui fait d'abord plus de 60% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe, qui est sur une niche de marché qui est peu corrélée au cycle, puisqu'ils font des hologrammes qui servent pour les documents d'identité. Ils se sont diversifiés là dans le billet de banque et ils sont, on va dire, l'acteur en termes de le plus haut de gamme du secteur dans le monde.
Donc il y a une croissance visible d'au moins 20% par an sur les 3 ans qui viennent. Quand on a vu le parcours récent de Gemalto cette année, qui a atteint des niveaux de valorisation vraiment très très élevés, ça peut ouvrir un potentiel de hausse de l'ordre de 50% sur les 2 ans qui viennent sur ce titre-là, qui pourra certainement un jour faire l'objet d'une OPA. Bien, écoutez, on a rempli notre petit panier. Juste, puisqu'il nous reste 20 secondes, une question de Bob. Stéphane, le luxe est-il inébranlable ? En tout cas, la visibilité sur le secteur est forte, puisqu'on a une double spirale positive pour ces acteurs-là. C'est que le nombre de clients potentiels n'arrête pas de s'élargir, puisque la classe moyenne s'élargit vite et fort dans les pays émergents. Et en plus, le panier moyen, ce qui est dépensé par chaque consommateur, monte aussi. Donc vous avez un double effet très favorable qui est encore là pour un bon nombre d'années. Est-ce que c'est pas trop cher ? Voilà, c'est ça la question. Non, il y a des... En dehors du cas d'Hermès, qui est un cas complètement invraisemblable. Un cas très, très exceptionnel. Non, par rapport à la croissance induite. Et encore une fois, ce qui pourrait tempérer un peu ces valorisations, c'est que ça aille vraiment très très bien en termes de croissance en Europe et que finalement on ait d'autres idées assez sécures. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain. Ce sera le mot de la fin. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine sur Décideur TV.